Pierre-Yves David, 57 ans dans quelques jours. Alors, j'ai un double cursus scolaire universitaire que j'ai mené en parallèle avec ma pratique de footballeur. Et puis après ma pratique de footballeur, j'ai passé des diplômes au niveau fédéral. D'accord, Et donc ça fait 24 ans aujourd'hui que j'entraîne. d'accord. Et c'est quoi ton diplôme le plus haut que tu as eu dans le football? Dans le football, c'est le DES. D'accord. Et au niveau universitaire, tu as suivi quoi J'ai une comme... licence STAPS. Est-ce que tu as eu une carrière de joueur? Oui, comme tout le monde, j'ai démarré tout petit. Et puis à l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, le football a été mon quotidien. De 16 à 23 ans, j'étais au Stade Rennais, mais sous contrat promotionnel, ce qu'on appelait à l'époque. Donc, je n'avais pas de contrat professionnel tel qu'on l'entend. Et je suis devenu professionnel qu'à l'âge de 23 ans, signant Brest Armorique. Ta carrière d'entraîneur, premier jour, c'était où? Mon premier jour d'entraînement a été chez moi, à Saint-Brieuc. Je suis natif de Saint-Brieuc, au Stade Briochin. Ma première expérience d'entraîneur, et j'y ai passé 6 saisons. Et bah, du coup, j'aimerais aller plus loin. C'était ton envie à toi ou c'était l'envie du club? C'est le hasard, le fait que je sois connu à Saint-Brieuc, parce que je suis briochin. 2 ans au préalable, j'étais joueur au Stade Briochin. Le club était pro, il a été liquidé. Donc je suis parti 2 ans finir ma carrière à Mulhouse. Je devais embrayer à Sion avec Olivier Rouillet, qui s'est fait lourder au mois de juin. Et donc les accords qu'on avait ensemble sont devenus caducs. C'est paru dans la presse chez moi. Et le président du Stade Briochin, qui essuyait les plâtres depuis 2 ans, suite à la liquidation judiciaire du club, m'a proposé de prendre le poste d'entraîneur. Donc j'ai eu 48 heures pour y réfléchir et j'ai accepté. Et à 32 ans, j'ai arrêté de jouer pour devenir entraîneur. Ça fait 24 ans que ça dure. Et tu étais prêt ce jour-là? On n'est jamais prêt. Je ne sais pas si encore aujourd'hui à 57 ans, je suis prêt. Mais oui, par contre, la mission me plaisait énormément. Donc tu es sans poste depuis quand exactement? Et bien, depuis le 1er juillet 2023, c'est la troisième fois que je suis sans club. Ça m'est arrivé aussi pour la saison 2007-2008. J'ai eu une brève coupure aussi en 2019, de juillet à novembre 2019. Sinon, j'ai eu la chance d'enchaîner les postes depuis 24 saisons et en faisant des parcours relativement longs dans notamment 2 clubs, le Stade Briochin, donc 6 ans, et j'ai fait également 8 ans à Saint-Malo. Donc ça représente 14 saisons sur les 24. Pour le reste des clubs, il ne restait pas grand-chose. On se sent comment quand on se retrouve sans poste? C'est quoi l'état d'esprit dans lequel on est la première fois et la troisième fois? Le sentiment, c'est presque un soulagement sur le coup, parce que dans mon cursus, j'ai œuvré surtout dans des clubs où tout ne roulait pas facilement. Je parlais de ma première expérience à Saint-Brieuc. Quand tu reprends un club pour ton premier poste en tant qu'entraîneur, alors que 2 ans avant le club a été liquidé, tu apprends à faire avec pas grand chose. C'est-à-dire qu'avec 3 chaussettes, il faut faire une paire, il faut enlever la chaussette trouée et il faut quand même faire une paire de chaussettes. Donc tu apprends vite. Et j'ai enchaîné comme ça jusqu'à Châtellerault, où j'entraînais en National 1, mais malheureusement le club a été rétrogradé par la DNCG. Et cet aspect-là, cumulé à ma situation familiale, qui était compliquée, m'a amené sur cette première rupture dans mon poste d'entraîneur. Et elle était bienvenue. Elle était bénéfique finalement. Oui, elle était bénéfique, voilà. Et comme toute expérience dans la vie, quand quelque chose s'arrête, sur le coup, ça peut sembler difficile, mais l'expérience faisant, j'ai le sentiment que derrière, c'est encore mieux. Donc, tout à l'heure, tu me posais la question par rapport à la devise. Je ne sais pas s'il y en a une qui qualifierait ça, mais c'est ce sentiment-là que finalement, la fois d'après, c'est encore mieux. Donc tu vas bien, je te pose pas la question comment ça va, Ah, c'est tu vas bien. Je vais même très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Je pense être une personne bienveillante, attentive, patient, très patient. C'est une belle qualité pour un entraîneur, ça. Oui, ça peut être aussi un défaut, Ouais, parce que des fois, il faut aller vite. ouais. Donc ça, j'en ai conscience. Je pense dans, dans ma vie extra-professionnelle, c'est une vraie qualité, notamment au niveau familial. Et dans le foot, je m'aperçois que plus j'avance dans le métier d'entraîneur, plus cette dimension-là, la patience, vaut mieux éviter de temps en temps. C'est plus à vous qu'on laisse pas le temps, entraîneur. Ouais, mais ce sont les règles du jeu, donc c'est pas un problème. Et elles n'ont pas On s'adapte. changé entre ton premier jour d'entraîneur et 24 ans après? Tu trouves que le métier est le même? Non, non, c'est le management qui a complètement changé. Sur les dimensions techniques, je pense que les uns et les autres entraîneurs, on peut tous avoir les réponses et je pense qu'on a un minimum de compétences pour les exprimer. Par contre, c'est le management des hommes qui a complètement changé. Là où un vestiaire de 20 joueurs, s'il y avait 2 brebis galeuses, le reste du vestiaire, il y a
24 ans en arrière, se chargeait de rappeler à l'ordre les deux brebis galeuses. Aujourd'hui, les deux brebis galeuses peuvent faire exploser un vestiaire. Donc le management a complètement changé de ce point de vue-là. Et puis, et pour nous, par contre, ça devient un atout parce qu'on est obligé de s'adapter. Et puis dans ce qu'on transmet, la notion de partage est, je trouve, beaucoup plus prononcée. Il faut quelque chose de vraiment participatif, même auprès des joueurs, qu'ils aient le sentiment d'être en connexion avec ce que tu vas leur proposer et que ce sont les vrais acteurs et ceux qui vont avoir le rôle essentiel et majeur à donner à l'expression de tes idées. Et si tu les amènes là-dessus, généralement, pour le groupe, ça se passe bien. Pourquoi DMVE? C'était une démarche personnelle, on est venu te chercher? Alors c'est la deuxième fois, suite à la première coupure professionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, j'avais déjà, donc c'était en 2007-2008, donc il y a déjà des intervenants qui sont encore avec nous aujourd'hui, qui étaient déjà présents. Donc voilà, DMVE parce que mon petit frère l'a fait il y a 2 ans également. Et comme je l'avais fait une première fois, l'opportunité, notamment avec le Karim Mokedem qui était inscrit à la session, qui a eu la chance de trouver un poste à Orléans, une place s'est libérée, et puis voilà, j'ai pris contact auprès de Didier, Christophe, et puis j'ai pris le relais et la place de Karim dans cette session 2024. Est-ce que tu apprends encore avec les mêmes prestataires qu'on a entre ta session d'avant et ta session d'aujourd'hui? Oui, puis j'espère apprendre encore beaucoup, même si j'ai fait plus de chemin en tant qu'entraîneur qu'il ne me reste à en faire. Mais j'espère bien continuer à apprendre, c'est même le sens de la vie, je crois. Donc DMVE, on n'est pas obligé de le faire qu'une seule fois. Non. Ta rencontre avec les autres stagiaires de DMVE cette année? Sourire. L'ambiance? Décontracté. Que penses-tu des modules maintenant optionnels qui sont en visio? Facile, pas du tout contraignant, puisque dès l'instant où les choses sont planifiées, on s'organise, donc il n'y a pas de contrainte. Et ce rapport, même si c'est en visio, avec l'intervenant de manière directe, voilà, on est le centre de l'affaire pour le coup, et on est pleinement sur les aspects qui nous semblent les plus opportuns d'avancer avec l'intervenant pour progresser. Mais tu te sens pas seul en visio, tu es accompagné, même en visio? Ouais. J'ai le sentiment d'avoir le reste de la troupe derrière moi, dans mon bureau, à la maison. J'ai l'impression qu'ils sont là aussi. Mais il n'y a que moi qui parle. Quelle langue tu parles? Le français, C'est vrai? j'espère d'appliquer à bien le parler. L'anglais, correctement. Est-ce que tu penses que c'est important pour un entraîneur français de parler l'anglais? Oui, c'est important. Mais l'anglais est indispensable pour tout secteur d'activité. Mais j'entends le sens de ta question. On reproche souvent aux entraîneurs français de ne pas suffisamment bien pratiquer la langue anglaise pour s'expatrier. Et sur l'expatriation, on a eu plein d'exemples au très haut niveau en France avec des entraîneurs étrangers qui ne pratiquent pas du tout la langue de Molière et qui font très bien leur métier aussi. Ce n'est pas un obstacle. Mais c'est mieux de savoir parler l'anglais quand même. Ta ou tes spécialités? Alors, je ne sais pas si c'est une spécialité, mais j'adore construire mes entraînements. Être pleinement en lien avec le public avec lequel je m'adresse et le public, et ce public-là, je veux qu'il défende des idées de jeu qui me sont propres, qui sont ancrées. Et au niveau pédagogique, d'avoir la possibilité de, déjà via la construction de la séance d'entraînement, d'être déjà en adéquation avec le fait que ce public-là va pouvoir effectivement dans l'entraînement, puis par ricochet dans la compétition, défendre ces idées-là. Donc tu parles du staff et des joueurs? Je parle, oui, mais c'est déjà dans ma réflexion, moi, propre, de façon à la partager effectivement avec le staff et les joueurs, parce que c'est ce que j'ai dit en préambule, ce côté participatif, mais cadré, un participatif cadré. Ton projet de jeu? Le projet de jeu, il s'articule, puisqu'on pratique un sport collectif, le football en l'occurrence, c'est de tout articuler autour d'une maxime qui m'accompagne depuis des années, c'est l'unité de pensée pour l'unité d'action. En sport collectif, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas l'adhésion déjà d'un staff et du groupe de joueurs à cette idée-là, on tombe vite dans l'anarchie. Voilà. Par contre, c'est de faire sentir qu'on accepte que sur une situation donnée, un membre du staff, un joueur de l'effectif pourrait faire autrement que toi ou pense autrement que toi, ça y est, c'est clair, vive la liberté. Mais dès l'instant où on pratique un sport collectif comme le nôtre, encore plus en compétition,
il est indispensable que la situation dont on parle, en fonction de l'organisation, des principes de jeu qu'on évoquait tout à l'heure, du poste qu'occupe le joueur, il faut que toutes ces réponses soient communes et en cohérence avec ce que l'on veut défendre, de façon à ne pas tomber dans l'anarchie, à avoir quelque chose de très solide dans l'expression collective, que ce soit dans l'utilisation du ballon et sa récupération d'ailleurs. Que fais-tu pour te ressourcer quand tu es en poste, ou pas en poste d'ailleurs? J'adore marcher, j'ai la chance d'habiter au bord de l'eau, donc ça aide. La pratique du golf, mais je me demande même jusqu'à quel point c'est pas devenu quelque chose de plus passionnant qu'un dérivatif. Mais bon, en ce moment j'en profite, j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite. Retrouver les miens, d'être au contact des miens, de vivre des moments forts, intenses, partagés avec la famille, c'est quelque chose qui me semble indissociable au métier passion qui est le nôtre. Ton envie après DMVE, retrouver un poste, je suppose? Retrouver un poste, effectivement, oui, parce que très honnêtement, en début de saison, ça m'a fait du bien de couper un petit peu. Mais là, depuis 2 mois, ça me démange. Spontanément, je te dirais plutôt en France. Après, dans tout ce que j'ai vécu dans le foot en tant que joueur et entraîneur, l'expatriation, elle m'est inconnue pour l'instant. Peut-être que l'opportunité se présentera et que je vivrai une aventure à l'étranger. Et je ne serai pas enclin à refuser ce genre d'opportunité. T'es pas fermé? Non. Et pour conclure, si t'étais une chanson? Mistral gagnant de Renaud. Pourquoi? J'adore les bonbons de mon enfance. Ah. Ouais. J'adore tous les bonbons qu'il évoque dans la chanson. J'en ai acheté, parfois volé. Mais voilà, les gens de ma génération entendent les Rodoudou et compagnie. Voilà, ça nous parle. Ça fait remonter les souvenirs. Ouais, et puis c'est une forme de nostalgie, mais une nostalgie positive. Voilà, de ne pas être dans le côté obscur de ce qu'on a pu vivre les uns les autres. Voilà, d'aller acheter les bonbons à la petite épicerie dans mon village du centre des Côtes d'Armor, c'était un privilège après l'école, un privilège. Donc non, cette chanson-là c'est une nostalgie positive, ça, c'est bon.